L'Arctique est un cimetière d'objets perdus, des navires engloutis par la glace, des civilisations ensevelies sous des siècles de neige, et des vols qui disparaissent sans laisser de traces. Le vol AE-17 faisait partie de ces mystères. Un avion de ligne disparu la veille de Noël 1976, sans laisser d'épave ni de signal de détresse. Juste une absence inquiétante. Jusqu'à maintenant. Car une analyse satellite a révélé une anomalie métallique profondément enfouie sous la glace de l'Alaska. Les chercheurs pensaient enfin avoir retrouvé l'avion disparu. Mais lorsqu'ils commencèrent dans les fouilles, quelque chose clochait. D'étranges motifs marquaient la surface gelée, là où aucun être humain n'avait jamais posé le pied. Et puis il y avait ses yeux, observant depuis l'immensité glaciale. La vérité cachée dans cet avion allait bien au-delà d'un simple récit de survie. C'était quelque chose de bien plus étrange. Quelque chose qui brouillait les frontières entre l'homme et la nature. Jason Wright se tenait à la fenêtre de son bureau à Anchorage, observant la neige tomber mollement. À 58 ans, il avait consacré plus de 30 ans à l'étude des terres sauvages et impitoyables de l'Alaska. Mais rien ne l'avait préparé aux images satellites qui s'étalaient maintenant sur son bureau. L'anomalie métallique, détectée par des satellites militaires en janvier 2016, semblait au départ n'être qu'un banal sujet d'investigation. Pourtant, en examinant les scans de plus près, un frisson lui parcourut l'échine. Sarah Keane, son assistante scientifique, apparut dans l'encadrement de la porte. Son habituel calme était teinté d'une nervosité inhabituelle. Les résultats de l'imagerie thermique sont arrivés. Vous devez voir ça. Ensemble, ils se penchèrent sur les nouvelles données. La forme était sans équivoque. Le contour distinctif d'une dérive d'avion, profondément enfoui sous la glace, incliné précisément à 40 degrés. Les mains de Jason tremblèrent légèrement, tandis qu'il superposait les dimensions aux spécifications connues des aéronefs. Ça correspond. La voix de Sarah n'était guère plus qu'un murmure. Le vol AE-17. Chaque chercheur en Alaska connaissait cette histoire. Cet avion de ligne disparu la veille de Noël 1976, volatilisé sans laisser de traces. 150 âmes perdues dans l'immensité sauvage. 40 ans durant, l'un des plus grands mystères de l'aviation. Jason attrapa son téléphone. Passez-moi Thompson de la National Science Foundation et contactez la Dr. Elena Martinez du Wildlife Service. Nous aurons besoin de son expertise. Ce qui commença comme une simple enquête sur une anomalie devint rapidement l'une des plus grandes missions de récupération de l'histoire de l'Alaska. La National Science Foundation accéléra sa demande de financement et l'US Air Force offrit un soutien logistique. Pourtant, malgré l'effervescence, Jason ne pouvait se défaire de l'impression qu'il s'apprêtait à découvrir quelque chose de bien plus profond qu'un simple site de crash. Par un matin glacial de janvier, la Dre Elena Martinez arrive à Anchorage. À 62 ans, elle était l'une des plus grandes spécialistes mondiales du comportement animal en Alaska, en particulier des prédateurs. Ses cheveux argentés étaient attachés en une tresse pratique lorsqu'elle pénétra dans la salle de réunion déjà bondée de spécialistes. Le site est situé à environ 130 km au nord-est d'Anchorage, expliqua Jason en désignant une carte topographique. Température moyenne de moins 42 degrés. Celsius, vent atteignant jusqu'à 18 mètres par seconde. Ce ne sera pas facile. Elena examina les images satellites avec un intérêt particulier. La topographie des champs de glace est inhabituelle. Du doigt, elle traça une série de lignes irrégulières. Ces motifs ne correspondent pas au mouvement typique des glaciers. « Qu'en pensez-vous » demanda Jason. « Je ne suis pas encore certaine » répondit Elena d'un ton pensif. Mais d'expérience, lorsqu'un phénomène naturel ne suit pas les schémas attendus, c'est qu'il y a une raison. L'équipe se prépara pendant une semaine. 84 tonnes d'équipements spécialisés furent rassemblés. Unités de forage thermique, radars à pénétration de sol, laboratoire mobile et provisions suffisantes pour soutenir une équipe de 30 personnes durant 2 mois. Parmi les membres de l'expédition se trouvait Tom Harrison, un pilote chevronné ayant 25 ans d'expérience dans les missions de recherche et de sauvetage. « Je me souviens du crash du vol AE-17 », raconta-t-il lors d'une réunion de planification. « J'étais encore enfant, mais mon père faisait partie des équipes de recherche. Il n'a jamais pu se remettre de leur échec à les retrouver. » Début février,
Le convoi se mit en route. Une procession de véhicules lourds avançait lentement à travers l'étendue gelée. Elena partageait le véhicule de tête avec Jason. Son regard scrutait l'horizon. Quelque chose titillait son instinct scientifique. Soudain, elle leva la main. « Stop !» lança-t-elle. Jason fit signe d'arrêter. « Qu'y a-t-il » Elena désigna une zone apparemment banale de neige. « Vous voyez comment la texture de la surface change ? Les animaux n'empruntent jamais ce passage. » D'autres investigations révélèrent une perfide caverne de glace. Sans l'œil averti d'Elena, l'un des véhicules aurait pu s'y engloutir. « Des années à étudier le comportement des prédateurs, » dit-elle avec un léger sourire. « Ils laissent des indices, à condition de savoir les lire. » Alors qu'ils poursuivaient leur avancée, personne dans l'équipe ne se doutait qu'ils étaient sur le point de résoudre une énigme vieille de plusieurs décennies et qu'ils étaient observés par des yeux qui comprenaient cette nature sauvage bien mieux qu'eux. Le camp de base fut installé en 18 heures. Des tentes renforcées et des structures portables résistaient aux conditions arctiques implacables. Le site du crash se trouvait à moins d'1 kilomètre et la pointe de la dérive dépassait de la glace, telle une mise en garde silencieuse de ce qui s'était autrefois produit. Lorsque l'équipe partit pour une première inspection, une apparition inattendue les surprit. Une femelle lynx roux, accompagnée de 2 jeunes presque adultes, se tenait à la limite de leur champ de vision. « Regardez la taille de leurs pattes », murmura Elena en scrutant à travers ses jumelles. « C'est exceptionnel. » Les animaux gardaient toujours leur distance avec le camp, mais ne fuyaient pas pour autant. Plus étrange encore était leur comportement près de l'épave. La mère marchait lentement, de façon répétée, dans certaines zones précises, ses petits suivant ses traces à l'identique. « Ils évitent les points faibles de la glace », remarqua Elena. « Mais c'est plus qu'un simple instinct. C'est comme si ce savoir leur avait été transmis. » L'opération de récupération se déroula avec une précision chirurgicale. Des éléments thermiques furent utilisés de manière ciblée afin de ne pas compromettre l'équilibre fragile de la structure glacée. Chaque geste était soigneusement calculé, chaque outil méticuleusement choisi. Mais à mesure que l'épave se dévoilait, le spectacle devenait de plus en plus troublant. La cabine était remarquablement bien conservée. Une scène figée dans le temps, des magazines ouverts sur les tablettes, un chariot de service abandonné dans l'allée, son contenu intact, des tasses de café posées sur les sièges, leur liquide transformé en petits blocs de glace. Mais ce furent les objets personnels qui touchèrent le plus profondément. Une poupée d'enfant aux cheveux tressés de fil, un portefeuille contenant des photos d'une famille souriante, une pile de lettres jamais envoyées, autant de témoignages silencieux d'existence brusquement interrompus. Dans le cockpit, ils retrouvèrent le journal de bord du capitaine. Les dernières entrées faisaient état de multiples pannes moteurs et de la défaillance des instruments. Mais ce fut un petit carnet, caché dans un compartiment de l'équipage, qui révéla les éléments les plus troublants. Il appartenait à une hôtesse de l'air et contenait des notes sur la vie après l'accident. Décembre 1976 aube, si l'on peut appeler cela ainsi. 22 survivants. La première nuit a été le vrai fléau. Le froid nous a pris plus vite que l'impact. Le capitaine Matthews rationne les provisions. Julie tente de maintenir le moral. Comment réconforter des gens qui ont tout perdu un soir de Noël? Décembre 1976, radio hors service. Aucun signe de secours. Le capitaine Matthews dit que nous sommes à au moins 160 km de notre dernière position connue. La tempête était différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Elle a dû brouiller nos instruments. Dehors, nous entendons des animaux. Ce ne sont pas des loups, c'est autre chose. Décembre 1976, plus que 19. Le froid est insoutenable. Julie a remarqué quelque chose aujourd'hui. Des traces dans la neige autour de l'avion, mais elles semblent repousser les autres prédateurs. Le capitaine Matthews pense que nous avons craché en plein territoire de grands félins. C'est curieusement rassurant. Janvier 1977. Plus que 12. Les réserves sont épuisées. Julie ne s'est pas réveillée ce matin. Mais nous avons trouvé du gibier frais près de l'épave. De petits animaux. Comme s'ils avaient été déposés pour nous. Le capitaine Matthews dit que c'est impossible. Mais nous ne croyons plus à l'impossible. Les dernières notes n'étaient pas datées, mais un message revenait sans cesse. Je suis seul maintenant. Mais je ne suis pas seul. Ils sont là. Je vois leurs yeux dans l'obscurité.
Pas hostile, observateur, patient. Je comprends maintenant pourquoi ils sont restés. Ils sont les gardiens de cet endroit. Ils savent ce que signifie survivre. Helena resta longtemps figée devant ces mots. Elle repensa à la femelle lynx roux et à ses petits, patrouillant presque avec révérence autour du site du crash. Elle ne croyait pas aux coïncidences. Quelque chose dans cette histoire dépassait le simple comportement animal. Elle passa des heures à explorer les environs de l'épave. Ses observations devinrent de plus en plus étranges. Il y avait des traces, non seulement laissées par des prédateurs, mais aussi par quelque chose d'autre. Des indices échappant à toute logique. Jason s'approcha d'elle. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Helena hocha lentement la tête. « Peut-être bien que oui. » Jason fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ces lynx roux, ils ne se comportent pas comme des animaux ordinaires. C'est comme s'ils avaient une mémoire transmise de génération en génération. Ils veillent sur cet endroit. Mais pourquoi? Jason suivit son regard vers l'épave. Le vent hurlait à travers le paysage glacé. L'obscurité s'épaississait, et au loin, deux yeux luminescents reflétaient la froide lumière de la lune. « Peut-être devrions-nous nous demander, murmura Jason, si nous sommes ici les explorateurs ou les intrus. » La découverte du journal de bord de l'hôtesse de l'air bouleversa toute la perspective de la mission. Les mots du dernier survivant, la mention des lynx roux comme gardiens, le comportement inexplicable des animaux, tout cela formait un tableau troublant. Mais une question demeurait. Qu'était-il advenu des derniers survivants du vol AE-17? Jason, Helena et Sarah passèrent des heures à analyser l'épave. Les objets personnels racontaient des histoires d'espoir et de rêves brisés dans cet enfer de glace. Mais une autre découverte marqua un tournant dans leur enquête. Des empreintes humaines conservées dans une couche de glace plus profonde, indiquant que certains passagers avaient quitté le site du crash. Mais pour aller où? Helena nota les coordonnées du point où les traces s'arrêtaient brutalement. Elle les compara à d'anciennes images satellites et remarqua l'existence, sur certaines photos, d'une petite caverne de glace qui avait ensuite disparu. Était-ce leur refuge? Et si oui, pourquoi n'avait-il jamais été retrouvé? L'équipe se prépara à une nouvelle expédition. En suivant les anciennes traces, ils arrivèrent à une zone où la glace était anormalement lisse. On aurait dit qu'un passage y avait été emprunté pendant des années, comme si quelque chose avait continuellement foulé cette surface. Puis, sous une fine couche de neige, ils découvrirent une fissure menant profondément sous la glace. « Il faut descendre », déclara Jason d'un ton ferme. « Si nous voulons vraiment comprendre ce qui s'est passé, la réponse est là-dessous. » Helena acquiesça et appela les autres membres de l'équipe. Ils fixèrent des cordes de sécurité, allumèrent leurs lampes frontales et entamèrent leur descente dans la crevasse glaciaire. La lumière se réfléchissait sur les parois lisses alors qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs. Bientôt, ils atteignirent une cavité aux parois ornées d'étranges motifs, des marques, presque comme des inscriptions, comme si quelqu'un avait tenté de graver un message dans la glace. Sarah s'approcha pour examiner la paroi. Ces gravures semblent avoir été faites avec des outils rudimentaires. Peut-être par les survivants? Helena passa la main dessus. Ou par quelqu'un d'autre. Son regard dériva vers un recoin sombre de la cavité. Là, sur le sol, reposait un assemblage de pierres et d'éclats d'os, semblable à un sanctuaire. Un bruit léger résonna soudainement. Un frottement dans l'ombre. Tous retinrent leur souffle. Leurs lampes se braquèrent sur un passage étroit menant encore plus loin dans la glace. Et c'est alors qu'ils les virent. Au bout du couloir, deux yeux jaunes brillaient, réfléchissant la lumière des lampes. Le lynx roux. La vieille femelle, ses petits blottis derrière elle, les observait en silence. Mais elle n'était pas effrayée. Non, elle se tenait là avec une posture calme, presque consciente. « Elle nous guide !» souffla Helena. L'animal se retourna et s'engouffra sans un bruit dans l'obscurité du passage. Sans un mot, l'équipe la suivit. À chaque pas, ils s'enfonçaient davantage au cœur du glacier. L'air se refroidissait, la lumière de leurs lampes projetait des ombres vacillantes sur les parois. Ils avaient l'étrange impression de ne pas être les premiers à emprunter ce chemin. Soudain, la mer Lynx s'arrêta. Devant eux s'étendait une vaste cavité de glace, où la lumière se réfractait d'une manière inhabituelle. Au centre de cette salle naturelle, un tas de tissus en lambeaux et de morceaux de bois, les vestiges d'un camp rudimentaire.
Et juste à côté, presque entièrement figée dans la glace, une silhouette humaine. Elena s'approche et sentit son estomac se nouer. L'homme portait l'uniforme déchiré d'un membre d'équipage. Ses mains étaient à la jointe, comme s'il s'était préparé à quelque chose. Jason ramassa l'une des figurines en bois éparpillées autour de lui. Elles étaient grossièrement taillées, mais leur forme était indéniable. Des lynx, représentés en posture de vigilance. « Ils savaient, » murmura Elena. « Ils savaient qu'ils étaient en là, qu'ils avaient toujours été là. » Le lynx roux s'était assis au bord de la caverne, ses yeux profonds et anciens posés sur eux. Peut-être, pensa Elena, que les gardiens de ce lieu ne protégeaient pas seulement l'endroit. Peut-être en avaient-ils aussi préservé l'histoire. La découverte de la silhouette figée dans la glace était la dernière pièce du puzzle, le dénouement d'une énigme vieille de plusieurs décennies. Le dernier survivant du vol AE-17 avait cherché refuge ici, dans les profondeurs de la glace, sous la garde des lynx roux. Son dernier acte, de primitive sculpture, témoin silencieux d'un lien inhabituel entre l'homme et l'animal. Elena, Jason et Sarah se tenaient immobiles autour du site, tandis que leurs pensées s'entrechoquaient. Ce n'était pas seulement une histoire de tragédie, mais aussi une histoire de compassion et de préservation. Les lynx roux avaient tant veillé pendant des générations, inscrivant leurs traces dans la glace elle-même. Mais pourquoi? Jason examina de plus près les sculptures gelées. Aux côtés des petites figurines de lynx, il y avait autre chose. Un motif grossier qui semblait abstrait à première vue. Ce ne fut qu'en projetant un faisceau lumineux dessus qu'Elena le reconnut. « Ce sont des constellations », murmura-t-elle. « Mais elles ne sont pas disposées au hasard. Elles représentent exactement la nuit où l'avion a disparu. » Sarah s'approcha et compara les positions avec sa base de données. « Il a documenté la dernière nuit qu'il a vue sous un ciel dégagé. » Sa voix était empreinte de respect. La mère lynx s'avança lentement jusqu'au site de la découverte et s'assit comme en sentinelle. Son regard se posa sur les chercheurs, à la fois paisible et insistant, comme si elle voulait s'assurer qu'ils avaient compris. Jason recula et regarda Elena. « Nous avons tout ce qu'il nous faut. Cette histoire doit être racontée. » L'extraction du dernier survivant fut réalisée avec le plus grand respect. Son corps fut délicatement libéré de la glace et préparé pour un retour digne. Ces sculptures furent méticuleusement documentées et préservées, témoignages muets de 40 années passées sous la protection des gardiens. Lorsque les derniers chercheurs quittèrent le site, les lynx roux restèrent. La mère demeurait à sa place, comme si sa veille n'était pas encore terminée. Peut-être ne le serait-elle jamais. Des mois plus tard, une plaque commémorative fut érigée sur le site du crash. Elle honorait non seulement les 150 âmes du vol AE-17, mais aussi les gardiens inattendus qui avaient veillé sur eux durant près d'un demi-siècle. Le monde apprit l'existence des lynx roux et de leur comportement extraordinaire. Des biologistes et des chercheurs affluèrent des 4 coins du globe pour tenter de comprendre ce qui s'était passé ici. Mais certains mystères échappaient aux théories. Elena revint chaque année sur le site du crash. Elle observa la nouvelle génération de lynx roux qui suivaient les traces de leurs ancêtres. Elle savait qu'ils portaient un héritage qui dépassait de loin le simple instinct. Un soir glacial, alors que l'aurore boréale illuminait le ciel, Elena était assise au bord du camp, regardant la mère lynx et ses petits glisser silencieusement dans la neige. Ils suivaient toujours les mêmes sentiers, comme si le passé n'avait jamais vraiment disparu. « Il y a des choses que nous ne comprendrons peut-être jamais complètement », dit Jason en s'asseyant à côté d'elle. « Mais ceci, c'est quelque chose d'unique. » Elena acquiesça. « C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls et que la compassion n'a pas de frontières. » Elle se remémora toutes les recherches qui suivirent, les documentaires, les articles qu'elle avait écrits. Mais aucune analyse scientifique ne pouvait réellement capturer la profonde vérité de cette rencontre. 5 ans plus tard, elle revint une nouvelle fois sur le site du crash, cette fois non plus en tant que chercheuse, mais en tant que témoin de cette histoire qui continuait à se dérouler. Les lynx roux étaient toujours là. La mère était désormais âgée, son museau grisonnant, mais elle guidait encore ses petits à travers cette terre gelée. Elena était assise dans sa petite station de recherche, rédigeant ses dernières notes, le regard posé sur une photographie de lynx accrochée au mur. « Il existe des légendes gravées dans la glace et la neige, » murmura-t-elle, « et elles survivent à travers ceux qui sont prêts à écouter. »
Elle referma son carnet et sortit dans le froid. Un vent glacial balayait la plaine, mais elle ressentait la chaleur de l'histoire qu'elle avait vécue. Jason l'attendait déjà à la lisière du camp. Prête à partir? Elena jeta un dernier regard à l'horizon, où les lynx roux disparaissèrent dans la pénombre. Oui, dit-elle avec un sourire doux, mais une partie de moi restera toujours ici. Les lynx roux s'évanouirent dans l'obscurité, mais leur histoire, elle, vivrait à jamais.